Vous accueillir aujourd'hui. J'ai un problème avec la caméra, donc ma caméra sera fermée, mais je passe immédiatement à la présentation de monsieur, heu Gendreau Etu. Nous sommes très heureux de constater que l'onomastique est faite de la participation de plusieurs disciplines. Donc, on pourrait penser, dans un premier abord que c'est une sorte de nomastique totalement différente. On va voir la jonction de plusieurs, disciplines ici. Alors, monsieur Gendreau Etu, a des recherches interdisciplinaires en tant que linguiste qui ont été multipliées par les données ADN en généalogie et leur portée pour la patronymie historique. Ces possibilités nouvelles l'ont conduit à poursuivre des travaux en Amérique du Nord et en Europe. L'essor des bases de données et des tests génomiques par la science participative notamment a redéfini l'histoire des parentés et des noms de famille. Ces projets exploitent la pertinence collective des ascendances individuelles et les transforment en un phénomène significatif à l'échelle de population. Le projet Généalogie Québec illustre ce développement par sa collaboration avec le PRDH de l'Université de Montréal. Alors, nous allons voir comment retracer un nom de famille en ce qui est actuellement le Canada, anciennement la Nouvelle-France. Vous avez la parole, monsieur Gendreau Etu, et à la fin, 10 minutes avant la fin de la séance, nous pourrons échanger avec le public. Merci beaucoup, je ferme mon microphone. Merci, Madame Lopez. Merci pour votre accueil. Merci pour votre présentation. C'est vrai que le nomastique est ce champ de recherche au carrefour de plusieurs disciplines. On parle de linguistique parce qu'on parle de noms propres, noms de lieux, noms de personnes, de l'histoire et de la géographie, et maintenant de la génomique. Ce qui unit tout ça, c'est un peu ce qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui. Évidemment, nous avons un public composé de gens d'un peu partout. Il y a des gens en Europe, il y a des gens en Amérique du Nord, il y a des gens pour qui le terme Nouvelle-France déjà est intriguant. La Nouvelle-France, c'est l'ancien nom du Canada qui existe encore, mais peut-être pas pour très longtemps. On le verra dans quelques mois ou quelques années. Bref, Nouvelle-France, c'était ce territoire de la vallée du Saint-Laurent qui incluait parfois l'Acadie, qui incluait parfois la Haute-Louisiane. C'est un territoire vaste de l'Amérique du Nord qui a été peuplé au XVIIe siècle, dès 1617, donc par des colons français. La Nouvelle-France se targue de posséder une histoire des populations unique dans le monde en raison de la richesse de ses archives. C'est une des rares populations à peu près parfaitement documentées sur 4 siècles, ce qui a fait le bonheur des historiens, des démographes historiques et maintenant des généticiens parce qu'on peut suivre sur 12, 13 générations l'évolution d'une population qui a explosé. Alors, aux origines d'un pionnier de Nouvelle-France, distribution du nom Grondin et corrélation génétique. D'entrée de jeu, permettez-moi de jeter les bases avec le résumé de la communication. La patronymie historique bénéficie de nouvelles méthodes qui ont répondu à un problème du peuplement colonial français au XVIIe siècle au Canada. L'intérêt général des résultats présentés dans cette étude se mesure au puissant effet démographique des fondateurs identifiés au registre de la population du Québec ancien. L'origine en France du pionnier laurentien Pierre Grondin, né vers 1649, a enfin été élucidée, mais on ne le doit qu'à la combinaison de sources hétérogènes que sont les archives civiles et le génome, ainsi qu'à la participation publique. Le cas Grondin met en évidence cette méthodologie hybride capable de détecter et de localiser des foyers migratoires toujours inconnus ou incertains vers la Nouvelle-France. L'invariance génétique du chromosome Y ou ADNY
sert de fil conducteur entre différentes occurrences patronymiques dont la parenté ne pouvait jusque-là qu'être soupçonnée. Ces techniques redéfinissent l'histoire des populations et établissent la parenté comme échelle d'observation du temps long des sociétés coloniales. La communication se divise en 5 parties. Première, solde d'origine inconnue. Seconde, la signature ADN du pionnier Jean Grondin. Troisième partie, l'ADNY infirme le lien avancé entre les deux souches Grondin. Quatrième partie, que croire entre un acte aléatoire et des filiations ADNY contradictoires. Et cinquième et dernière partie, souche commune au pionnier Pierre Grondin et à 2 Grondins vendéens. On commence donc avec un solde d'origine inconnue. L'histoire du peuplement colonial nourrit une science participative dont les fruits profitent au registre de la population du Québec ancien, ou RPQA, du programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal. Un exemple remarquable de cet apport est le fichier Origine, conçu par le démographe Yves Landry et compilé depuis par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. L'étude de la Nouvelle-France montre qu'entre 1617 et 1763, environ 5000 hommes et 1500 femmes ont peuplé de leur descendance la vallée du Saint-Laurent. Ce petit nombre remarquablement bien documenté a favorisé l'identification de la plupart de ses fondateurs, dont on peut suivre la trajectoire transatlantique, puis leur impact démographique considérable. Exceptionnel dans les annales par son essor phénoménal, cette population compte néanmoins un solde d'origine inconnue qui ont incité aux constructions hypothétiques. La spéculation a longtemps été la seule solution aux lacunes documentaires qui grèvent notre connaissance de certains pionniers. C'est le cas de Pierre Grondin, né vers 1649, ce fondateur laurentien dont on doit déduire qu'il se marie avec Marie Fournier avant 1696. Je préciserai le sens du terme laurentien pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette terminologie. Ça renvoie à la vallée du Saint-Laurent, donc Saint-Laurent laurentien, qui est le berceau du Canada. L'acte de mariage perdu de Pierre Grondin a emporté avec lui le secret de ses origines, au-delà d'une banale provenance présumée de France. Le cas de cette souche Grondin, dont sont issus des centaines de milliers d'individus actuels, permettez-moi de répéter, des centaines de milliers d'individus actuels, ce n'est donc pas une anecdote, intéressait au premier chef l'Association des Grondins d'Amérique, AGA. Cet organisme communautaire s'est donné pour mission de célébrer le patrimoine continental d'un patronyme. La parenté possible de Pierre Grondin avec un Jean Grondin né en 1640, bien documenté celui-là, donc un contemporain originaire de Charente-Maritime, dont l'homonymie appelait d'emblée au rapprochement, a bien sûr interrogé les membres de ce regroupement patronymique. Aussi, l'AGA a-t-elle cru tenir sa réponse des registres de brouage. L'acte de baptême d'un Pierre né des mêmes parents que Jean a été au fichier Origine comme preuve de parenté liant les deux souches. La Fédération québécoise des sociétés de généalogie en a accepté la conclusion et tiré la fiche 24-19-10. Aussi, cet acte de baptême d'un Pierre Grondin brouaget s'est-il introduit au programme de recherche en démographie historique dans la foulée. On a créé cette fiche, donc on a accepté la preuve. Une fiche de famille du RPQA a ainsi affiché un cadet de Jean, plus jeune que lui d'une décennie, en accord avec l'âge estimé du pionnier Pierre Grondin. Donc, ça semblait absolument solide puisque l'Université de Montréal et le PRDH avaient accepté la preuve. On avait donc conclu que c'était deux frères,
Jean et Pierre, qui avaient immigré au Canada, dit Nouvelle-France. La présente étude a toutefois produit des résultats qui ont conduit à la correction de cette information au RPQA, ainsi qu'au fiche 24-1910 du fichier origine. Son répertoire en conserve néanmoins la trace dans la fiche 24-1909 de Jean Grondin, qui mentionne Pierre, pionnier, né le 28 août 1650. Donc, un déchet qui rappelle l'information qui se trouvait autrefois au fichier origine, avant la correction qui a suivi cette étude. Les répercussions de cette approbation hâtive, ici démontrée comme fautive, s'observent sans surprise dans l'espace public. Une capsule Grondin de l'organisme québécois Passeur de mémoire véhicule par exemple cette information sur Internet. Cette fratrie conjecturée entre deux pionniers était évidemment plausible, bien qu'elle paraisse risquée à une époque marquée par la fréquence des Pierre Jean-Jacques. Ce Pierre était-il vraiment celui qui avait émigré en Nouvelle-France? Rien ne l'établissait hors de tout doute, qui plus est en l'absence d'indices en ce sens, trouvés dans la colonie même. Le piège homonymique devait se confirmer par la suite par l'introduction des données génétiques. Deuxième partie, la signature ADNY du pionnier Jean Grondin. L'année 2016 avait été l'occasion d'une première rencontre de l'auteur avec plusieurs membres du conseil d'administration de l'AGA, donc l'Association des Grondins d'Amérique. Ceux-ci lui ont alors soumis le problème des origines de Pierre Grondin et des solutions ont été avancées. Cette association poursuivrait en priorité ses recherches par la voie classique des registres de paroisse. La découverte d'un acte de baptême d'un frère de Jean, prénommé Pierre, découle de cet effort. L'AGA miserait toutefois également sur la généalogie expérimentale ou génétique dans l'espoir d'optimiser ses chances de réussite. Elle s'engageait à explorer en parallèle la voie proposée en l'occurrence par les données ADN, laquelle se déploie plus largement en onomastique depuis Redmond's, King et Hay, un ouvrage britannique de 2015. C'était la seconde édition en 2015, la première est en 2011. Donc, on parle déjà d'une quinzaine d'années. Dans la méthode présentée aujourd'hui, il n'y a rien de très nouveau dans la mesure où ça fait déjà une quinzaine d'années que ça se développe. Donc, une collaboration s'est faite, s'est établie entre l'Association des Grondins d'Amérique et moi-même. L'association s'est assurée donc du financement et du prélèvement des échantillons pour l'analyse du chromosome Y. Le chromosome Y qui est transmis de père en fils comme le patronyme. C'est là l'intérêt des données génétiques pour la patronymie historique, c'est que le chromosome Y trace une trajectoire parallèle à celle du patronyme, ce qui permet donc d'arriver à des résultats et d'éclairer la patronymie historique. Or, les résultats ADN finalisés en 2022 auront finalement eu raison de la conjecture documentaire de brouage, pour cohérente et sensée qu'elle put d'abord sembler. La question centrale concerne les signatures ADN des deux souches Grondin. Les pionniers Jean et Pierre portaient-ils seulement le même chromosome Y, comme l'impliquerait toute filiation continue issue du génome d'un seul et même père? Une concordance entre leurs profils vérifierait l'hypothèse de leur relation comme frères. Pour ce faire, a-t-il d'abord fallu procéder à l'analyse par triangulation. Le mot peut faire peur, mais il s'agit simplement de prendre deux lignées qui se recoupent chez un patriarche. Donc, de procéder à l'analyse par triangulation de descendants de Jean et de Pierre. L'AGA a ainsi dû cibler des individus d'ascendance appropriée parmi ses membres et les inviter à faire analyser leur chromosome Y dans le cadre du projet ADN Généalogie Québec. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire américain Family Tree DNA ou FTDNA. 6 tests Y37
Donc, on parle de 37 marqueurs STR. Je vais vous passer la terminologie un peu opaque de la génétique. Donc, 37 marqueurs STR et puis ensuite un marqueur SNP ou SNP qui peut être déduit. Encore une fois, on ne va pas s'attarder à la terminologie. On va rester dans les grandes lignes de l'étude. Donc, 6 tests Y37 ainsi que 2 tests Big Y700. On parle de 700 marqueurs STR et de séquences SNP ou SNP terminales. Les résultats pertinents de cette étude sont reproduits plus loin, donc vous verrez dans une diapo, où on verra tous les marqueurs ADN Y, donc du chromosome Y, qui ont été considérés. La triangulation effectuée sur la souche de Jean Grondin, donc, est représentée par les lignées de la diapo 11, celle-ci. On voit ce qu'est une triangulation ici. Les trajectoires de ces deux lignées passent par 2 fils différents du pionnier. On voit François d'une part, on voit Sébastien d'autre part. Voilà ce qu'est une triangulation. Donc, les lignées ne se rejoignent que chez le patriarche Jean. Jean Grondin, je le rappelle, c'est celui dont on connaît l'origine à Brouage et à qui on attribuait donc un frère Pierre dont l'origine n'était pas. La logique de l'hérédité implique qu'une même signature ADNY doit avoir été héritée du premier ancêtre patrilinéaire commun. Donc ici, Jean Grondin. Chaque lignée masculine contemporaine se distingue par une série caractéristique de mutations du chromosome Y, traçant une trajectoire singulière jalonnée sur plus de 150 000 ans, selon certains. Reich, 2018 ici, David Reich, qui est un des grands généticiens de notre époque, chercheur à Harvard. Mais on évalue jusqu'à 250 000 ans, donc l'arborescence du chromosome Y. 250 000 ans, c'est la donnée avec laquelle travaille Family Tree DNA, le laboratoire à la fine pointe de ses travaux sur le chromosome Y. Je précise bien chromosome Y. Ce n'est pas tous les types d'ADN qui sont leur spécialité. Ces patrilignages se ramifient en une arborescence généalogique globale, planétaire, donc toute l'humanité est incluse, sans cesse enrichie par l'apport de nouvelles données ADNY, notamment par la science participative, c'est-à-dire l'Association des Grondins d'Amérique et tous les généalogistes qui font appel au test du chromosome Y, par la mise de l'industrie, Family Tree DNA ici. Je cite un chercheur français, ces tests sont plus précis que la plupart des études de paléogénétique et permettent d'affiner les raisonnements. Donc, on parle d'un chercheur universitaire français qui souligne que les résultats qu'on vous présente et dans une étude comme celle-ci, ce sont des résultats à la fine pointe de la génomique. Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est industriel ou commercial, c'est forcément moins bon que ce qu'on peut trouver ailleurs. Au contraire, dans ce cas précis, c'est à la fine pointe. Donc, établi en collaboration avec le PRDH et l'Institut généalogique de Rouen, le projet ADN Généalogie Québec permet l'accès en ligne et sur demande donc à tous les résultats pertinents. C'est normal, quand on fait une étude scientifique, il faut que les résultats soient accessibles. La lignée du descendant identifié par 63 82 11 transite par le fils François du pionnier Jean, alors que l'ascendance de celui numéroté 63 82 09 passe par son fils Sébastien. Caractérisés par une séquence particulière de valeurs numériques, leur signature ADNY partage 34 marqueurs STR sur 37 et toutes deux sont assignées par Family Tree DNA à l'aplogroupe I N253. Alors, on a déjà ici une signature ADN. Quand on dit IN253, je ne vais pas entrer dans le détail, vous avez quand même une signature qui caractérise ce pionnier Jean Grondin. Alors, on arrive à la troisième partie. L'ADNY infirme le lien avancé entre les deux souches Grondin. Alors, l'hypothèse documentaire avec cet acte de baptême, c'est absolument plausible. C'est même tentant tellement que c'est entré dans le monde académique, ça a été accepté, sans plus de questions. Mais là, les données indiennes nous montrent le contraire.
Le pionnier Pierre ne compte pour sa part, parce qu'on parle maintenant du pionnier Pierre, après avoir fait le pionnier Jean, le pionnier Pierre ne compte pour sa part qu'un seul fils avec descendance masculine ininterrompue, contrairement à Jean, tout comme ce fils, René lui-même d'ailleurs. Donc, on parle d'un pionnier qui n'a qu'un fils et ce fils n'a qu'un fils. Alors, forcément, il y a un problème là. Cette configuration généalogique ne peut ainsi faire mieux qu'une triangulation sur le petit-fils de Pierre, qui s'appelle Joseph, né en 1732. Joseph est le premier depuis Pierre à engendrer les multiples lignées masculines exigées par l'opération appelée triangulation. Les deux ascendances testées, identifiées par 63, 81, 94 et IN 10 47 08, se rejoignent à ce petit-fils du pionnier. On voit au tableau 14, au tableau de la diapo 14, qu'on arrive finalement à une génération en deçà du pionnier Pierre Grondin. Alors, ces descendants de Joseph, dotés respectivement de lignées transitant par les fils Joseph et Jean-Baptiste, ont produit des analyses concordantes. Donc, on avait la preuve qu'on avait bel et bien la signature de Joseph, ADN de Joseph. Les probabilités invitent l'extrapolation prudente de ces résultats jusqu'au patriarche Pierre. Marqué par des caractères italiques dans le tableau que vous voyez à l'écran, une telle supposition implique néanmoins une bonne part d'incertitude en raison des risques de rupture génétique. On parle d'adultère, de viol, d'adoption cachée. Pose les deux générations non triangulées, celles qui sont en italique, donc 9 et 10 à gauche et 8 et 9 à droite. Les résultats concordants des deux analyses sur 37 marqueurs expriment une signature ADNY ancestrale sans lien avec la première souche Grondin testée et vérifiée. Cette situation conduit à conclure de deux choses l'une. Ou bien le petit-fils Joseph de Pierre donc n'est pas lié biologiquement à son grand-père Pierre, ce qui constituerait une anomalie statistique. En général, les petits-fils sont biologiquement ceux de leur grand-père, ou bien ce petit-fils l'est, biologiquement petit-fils, mais Pierre ne possède pas le même ADNY que Jean, l'autre pionnier Grondin. La signature génétique déduite de Joseph Grondin, reçue normalement de son grand-père paternel, appartient au groupement phylogénétique RN343 et indique l'absence de parenté ADNY avec l'aplogroupe IM253 reconnu au pionnier Jean Grondin de Brouage. La comparaison par le chromosome Y signale des signatures ancestrales distinctes aux origines des deux souches Grondin d'Amérique. Si le petit-fils Joseph de Pierre Grondin était bien le sien par filiation biologique, les deux pionniers homonymes ne pourraient alors être frères nés du même père. Il serait en conséquence beaucoup plus difficile de reconnaître une parenté à ces pionniers Grondin, surtout qu'aucun acte conservé en Nouvelle-France, Canada, que cet acte soit filiatif ou relationnel, ne pouvait corroborer l'hypothèse de fraternité. Aussi favorable qu'ait été la lecture de cet acte de baptême charentais indécis par le fichier origine ou le registre de la population du Québec ancien, l'Association des Grondins d'Amérique n'a toutefois pas souhaité s'en contenter et a poursuivi sa collaboration en vue d'obtenir une réponse décisive par la généalogie génétique. Quatrième partie. Que croire entre un acte aléatoire et des filiations ADNY contradictoires? Les travaux initiaux de l'auteur avec l'Association des Grondins d'Amérique a montré que l'ADN n'appuyait pas la parenté des deux souches Grondin. Les deux générations antérieures au petit-fils de Pierre restaient cependant invérifiables par triangulation nord-américaine et pouvaient donc cacher un bris de transmission. Donc on parle d'infidélité, on parle d'adoption cachée, on peut parler de viol, etc. On devait espérer que puisse se produire en France une concordance génétique entre la descendance de Pierre Grondin en Amérique et des Grondins d'outre-mer.
Une solution décisive devait forcément transiter par la métropole historique, la France, encore qu'il faille y envisager la possible extinction de ce patrilignage patronymique. Rares sont les découvertes qui surviennent sans un mélange de chance et de persévérance. Les associations de familles cultivent avec patience et passion l'histoire d'un nom et les relations avec les gens qui le portent. La mission associative autour du nom Grondin a nourri des liens par qui peuvent arriver des choses, et les rapports amicaux établis avec la Vendée par l'Association des Grondins d'Amérique se sont de fait avérés précieux. L'entreprise de généalogie Philae permet de générer la distribution des noms de famille en France et de les cartographier sur la base des données officielles de l'Institut national des statistiques et des études économiques, appelé INSEE. De l'entrée du patronyme Grondin résulte une carte où le département de la Vendée ressort comme l'épicentre de ce nom, avec 174 porteurs enregistrés entre 1891 et 1915. C'est presque 20 fois plus que le département suivant, qui est Paris. Bon, forcément un accident. Il était prévisible, un accident de migration, j'entends. Il était prévisible, par conséquent, que les correspondants atlantiques de l'Association des Grondins d'Amérique émanent de Vendée, de la région de Chaland, plus précisément, plutôt que de Brouage, dans le département actuel de la Charente-Maritime, quelques 160 km au sud. Même si la documentation indique que Jean Grondin en provient, de Brouage, rien n'indique que ce nom n'ait jamais été courant ou ancien dans la cité qui a vu naître Samuel de Champlain. Les archives de Vendée révèlent des filiations Grondin clairement tracées par les actes jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, soit près de la naissance même des premiers pionniers à s'établir en Nouvelle-France. Les relations de l'Association des Grondins d'Amérique avec des familles Grondin vendéennes des environs de Chaland ont conduit à la recherche documentaire de deux d'entre elles. Le tableau de la diapo 19 deux lignées documentaires dont le premier ancêtre commun, François-Louis Grondin, est né à Chaland le 19 juillet 1718. La filiation partagée par les échantillons IN 10 97 04 et IN 10 97 06 se poursuit ensuite jusqu'à Jacques, né en 1645 et contemporain du pionnier Pierre, émigré en Amérique. Les analyses Y37 de ces deux ascendances chalandaises ont concordé sur 34 des 37 marqueurs STR et validé de ce fait chaque lignée jusqu'à leur ancêtre François-Louis. Plus à propos et autrement percutant pour l'histoire de la population laurentienne, une adéquation s'est manifestée entre ces résultats et la souche Grondin. Alors vous voyez à gauche la lignée de Vendée et à droite la lignée de Pierre Grondin, et nous avons une concordance génétique parfaite poussée jusqu'à la fine pointe. Je n'entrerai pas dans les détails. Dernière partie, cinquième donc, souche commune au pionnier Pierre Grondin, il y a deux Grondins vendéens. La nature exacte du lien de parenté entre le pionnier laurentien Pierre Grondin et la souche homonyme de Vendée n'a pas été établie. On parle de nature exacte, on parle d'un lien à combien de degrés, combien de générations, bref, les questions restent. Ces questions doivent cependant s'effacer devant l'identification Y, donc d'un chromosome apparenté de très près chez les descendants respectifs de chaque côté de l'Atlantique. On sait que le pionnier Pierre et son contemporain chalandais François-Louis partagent un proche ancêtre patrilinéaire commun. Seuls varient entre leurs descendants testés 2 marqueurs STR sur 37. On parle d'une très grande proximité.
Aucune conclusion absolue de nature génétique n'aurait toutefois été possible sans la fine résolution d'un séquençage massif du chromosome Y. Deux analyses par le Big Y700 de Family Tree DNA ont minutieusement séquencé les lignées Grondin de part et d'autre de l'océan. La présence exclusive du marqueur RFTC 81325 dans les deux lignées testées a reconnu la parenté de ces grondins par la découverte d'une même mutation base adénine vers base thymine à la position 14 527 118 sur leur chromosome Y. Alors, on parle quand même d'une preuve assez solide. Les analyses de pointe ont identifié par cette mutation, ce qu'on appelle SNP, le marqueur caractéristique de cette souche, illustrant ici comment la généalogie contribue par ses triangulations au raffinement de la phylogénétique. La localisation d'une mutation ADNY distinctive a définitivement rattaché la filiation issue de Pierre Grondin à une souche chromosomique et patronymique de Vendée. Il s'agirait maintenant d'y repérer, si possible, l'acte de baptême du pionnier en question. Cette étude a ainsi élucidé l'origine de la souche Grondin énigmatique de Nouvelle-France, tout en invalidant l'hypothèse documentaire d'une parenté Oni ou Onis, les prononciations varient, entre les deux fondateurs Grondin. Cette conjecture qui était admise jusque-là en milieu académique. La seconde conclusion scientifique significative de cette étude est la confirmation d'une même signature ADN transmise de Pierre Grondin à son petit-fils Joseph, né au XVIIIe siècle, une preuve que ne pouvait produire en vase clos la population laurentienne. Il fallait forcément passer du côté français. Seules les conditions d'une triangulation virtuelle opérée entre Grondin de France et du Québec pouvaient démontrer la continuité génétique dans ce patrilignage grondin depuis un ancêtre commun qu'il reste à reconnaître en amont. Évidemment, vous vous demandez à quoi ressemblent des preuves génétiques. Voici un tableau synthétique des marqueurs génétiques considérés. Ce sont des données tirées des analyses faites à l'aveugle sur 6 échantillons grondins par le laboratoire de Family Tree DNA. Alors, voici la première partie du tableau, la deuxième partie du tableau. On parle donc de marqueurs, soit de la présence d'une mutation ou du nombre de répétitions. Dans un cas, c'est les SNP ou SNP, dans l'autre, c'est les marqueurs STR. Alors, tout ça pour vous montrer, comme l'indiquait Mme Lopez d'entrée de jeu, que les données ADN inscrivent la patronymie historique dans un continuum scientifique transdisciplinaire. On passe de la généalogie à l'anthropologie, à la génomique, sans oublier la linguistique, qui m'a amené à ce domaine dans un premier temps. Alors, ce tableau vous illustre en fait tout le chemin parcouru. On voit la souche Grondin de Chaland en Vendée, qui est indiquée par le petit cercle rouge avec le RFTC 81-32-5. On voit donc les prédictions du laboratoire qui, selon un type de marqueur, situe l'ancêtre commun vers 1600. Selon l'autre type de marqueur, on parle plutôt de 803 à 1601, donc on est dans une fourchette beaucoup plus large. On reste quand même dans la fourchette. Et vous voyez plus bas, ADN A, qui veut dire ADN ancien, Cambridgeshire en Angleterre, et plus bas, ADN ancien, qui est une île de la Suède. Alors, on voit les données tirées de l'archéologie ou de la paléogénétique qui côtoient les données produites par la généalogie. Alors, on voit dans ce tableau que les ancêtres, que ce sont des gens qui ont vécu dans des périodes qui ont été des contemporains. Et là, avec des résultats comme ceux-là, on voit que la généalogie a tout à fait sa place dans le champ scientifique contemporain, avec des données ADN qui légitiment, s'il le fallait, je dis bien s'il le fallait, parce que j'ai jamais cru que la généalogie devait être écartée du champ scientifique. Malheureusement, bon,
il y a des gens qui croyaient qu'on parlait d'anecdotes lorsqu'on parlait de généalogie. Aujourd'hui, on parle plutôt de macro-généalogie, on parle de démographie historique, on parle de population, et on voit que ce champ donc, de macro-généalogie s'inscrit dans un tableau scientifique général qui rejoint l'anthropologie. Un exemple pour terminer de ce recoupement extraordinaire qui nous mène de la généalogie à la génétique des populations. C'est un article qui vient de paraître dans la prestigieuse revue Nature, The Genetic Origin of the Indo-Europeans. Ça vient tout juste de paraître, c'est tout chaud, et puis vous vous demandiez d'où provenaient les analyses d'ADN anciens qu'on voyait dans le graphique avec la souche Grondin. Ben, ça vient de ces articles de la génétique des populations. Alors, vous voyez comment tout est dans tout aujourd'hui et qu'il n'y a pas de discipline inutile. La généalogie éclaire la génétique des populations et la génétique des populations éclaire la généalogie. Alors, pour terminer, un grand merci pour votre intérêt et votre attention. Des remerciements particuliers à l'ICOS, donc Council of Onomastic Sciences, Madame Yolanda Lopez pour cette invitation, l'Association des Grondins d'Amérique pour leur confiance. Sans cette science participative, sans la base, sans les amateurs de généalogie, il n'y a pas de résultats ce soir ou aujourd'hui pour les gens qui sont en Amérique. Alors, merci aux participants des deux côtés de l'Atlantique, à Sophie Dezouche pour son travail dans les archives françaises et au programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal pour l'accès scientifique à sa base de données populationnelles sans laquelle on n'aurait pas les résultats présentés aujourd'hui. Alors, merci pour votre écoute. Merci à vous. J'ouvre maintenant le débat. C'est très intéressant de voir la conjonction de ces deux sciences qui apparemment sont si différentes, hein, l'onomastique, l'anthroponymie et la génomique. Mais ce qui me semble intéressant, j'aimerais faire un petit commentaire, c'est que quand on étudie un nom de famille, il y a ce sens de la communauté. Euh, on appartient à un même groupe parce qu'on a un même nom de famille, même si on n'est pas apparenté, comme le démontrent les études. Alors, il y a ce côté de communauté. D'emblée, le nom de l'association Grondins d'Amérique en parle, non? C'est une communauté. Et ça renvoie à l'intention de l'attribution aussi du prénom. Quand on pense que à cette époque-là et avant, tout le monde était nommé Pierre ou Jacques ou Jean, c'était pour donner ce sens de communauté. On admettait dans la communauté des chrétiens ces nouveau-nés. Et ici, il reste un peu cette idée de communauté. Ce qui est aussi une autre question, c'est que maintenant, avec le changement de la législation où l'on peut attribuer au nouveau-né le nom de famille paternel ou maternel dès la mère, non, ça devient un matronyme quelque part, ou bien que l'on peut récupérer un nom de famille qui va disparaître parce que le dernier porteur est sans descendance, ça c'est la loi qui a changé en France, va brouiller ces traces. Et ce sera seulement à partir des études de la génomique que l'on pourra prouver ou non si vraiment ce sont des gens qui font partie de la même famille. Mais c'est vraiment intéressant parce que maintenant où il y aura des descendants qui n'ont pas le même nom de famille que les parents, que les grands-parents, euh, on va pouvoir retracer la lignée à partir de là. Bon, j'arrête ici mon commentaire. Si vous avez des questions,
là, les personnes qui sont dans l'audience, veuillez vous manifester, levez la main et on vous accorde la parole. Je vois qu'il y a un commentaire simplement. Lisette Thibault qui remercie le conférencier. Je ne sais pas s'il y a d'autres participations, des questions, des commentaires. Je peux Ah, il y enchaîner. a, D'accord. oui, il y a Monsieur Ovejero, Ángel Ovejero, qui a levé la main. Alors, si vous voulez